Après 15 jours d'interruption, je vous présente mes invités. Éric Zemmour, dans votre dernier livre Mélancolie française, vous nous expliquez que le destin de la France était de refaire l'Empire romain, d'unifier l'Europe autour d'elle. Et c'est parce que la France a échoué, qu'elle a été victime à la fois de l'Angleterre et de la mondialisation anglo-saxonne, qu'elle est devenue mélancolique. Jean Tullard, vous êtes historien, on vous doit énormément de livres sur Napoléon. L'un des plus célèbres, Le Grand Empire, a été réédité l'année dernière. Votre autre spécialité, c'est le cinéma. Je signale donc que votre guide des films 2005-2010 paraîtra jeudi. Louis-Bernard Robitaille, vous êtes canadien et journaliste, correspondant en France du journal La Presse, le plus grand quotidien du Québec depuis, non pas 40 ans comme j'ai osé le dire, mais 37. Ouais. Votre dernier livre s'intitule Ces impossibles français. Vous y évoquez à plusieurs reprises notre hantise du déclin. Nicole Bacharan, vous êtes historienne et politologue franco-américaine. Vous avez écrit plusieurs livres sur les relations entre la France et les États-Unis. Vous étiez parmi les partisans du retour de la France dans l'OTAN. Votre dernier livre est sorti à l'occasion de la chute de l'anniversaire des 20 ans, de la chute du mur de Berlin. La plus belle histoire de la liberté, c'est son titre. Il a été coécrit avec André Glucksmann et Abdelwahab Medeb. Dounia Bouzar, vous êtes anthropologue du fait religieux. Time Magazine vous a désigné en 2006 héroïne européenne pour vos travaux sur l'islam. Vous venez de publier La République ou la burqa, les services publics face à l'islam manipulé. C'est une enquête en 2 tomes. Enfin, Pascal Blanchard, historien du fait colonial et des immigrations, votre tout nouvel essai, Rupture postcoloniale et nouveau visage de la France, sort la semaine prochaine. Alors, commençons tout de suite par le temps de la grandeur, là où en tout cas tout le monde est d'accord, parce qu'il y en a qui pensent que la grandeur de la France c'est aujourd'hui, mais là où tout le monde est d'accord, c'était l'Empire napoléonien. Et l'Empire napoléonien, le rêve de la grandeur de la France, d'après vous, Éric Zemmour, s'est écroulé au moment de Waterloo, le 18 juin 1815. On était à 2 doigts de l'emporter, pourtant. On retrouve donc, si vous le voulez bien tout de suite, le duc de Wellington dans Waterloo, le film de Serge Bondarchuk, avec Rod Steiger dans le rôle de Napoléon et Christopher Plummer dans le rôle de Wellington, au moment où les Anglais sont acculés par les Français. Éric Zemmour en tremble déjà d'émotion. Je vous propose donc un extrait tout de suite de Waterloo. Mettez tous les canons en batterie. Tous les canons. Oui, votre grâce. Il ne reste à nos garçons que 5 cartouches par homme, Wellington. Bon, alors ils tiendront. Si le maréchal Blücher n'arrive pas tout de suite, je vais sûrement me faire battre à plat de couture. Alors prenez-en de la graine. J'ai peur que ce soit si difficile. Je suis l'homme le moins doué du monde pour l'agriculture. Les Prussiens sont dans les bois! Les Prussiens sont dans les bois! Quelle faute j'ai commise en ne brûlant pas Berlin? Allez, brandissez vos drapeaux noirs, mes enfants! Pas de pitié! Pas de prisonniers! Je tuerai de ma main quiconque aura pitié d'un Français! En avant!
Voilà, les Français vont perdre et tous les nostalgiques de la grandeur française dont vous faites partie, Éric Zemmour, pensent que tout découle depuis 200 ans de ce moment-là, alors que ce soit la politique, l'économie, la démographie française, tout découle de Waterloo. Alors commençons par la politique, si vous êtes d'accord. La France ne pourra pas unifier l'Europe autour d'elle, comme elle se l'était promise, d'après vous toujours, puisqu'elle était censée réincarner l'Empire romain. Qu'est-ce qu'on a perdu finalement en ne pouvant pas suivre ce destin tout tracé? Après tout, quand on regarde aujourd'hui, on connaît la plus longue période de paix de notre histoire, on fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, on fait partie de l'alliance la plus puissante, l'OTAN, on fait partie de l'Europe, 360 millions d'habitants, de quoi se plaint-on? Pourquoi est-ce que ça aurait été mieux si on avait gagné? Parce qu'il faut savoir, pour deux raisons. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut diriger notre destin ou est-ce qu'on veut être dirigé par un empire plus important? C'était la phrase de Napoléon, soit on commande, soit on obéit. Exactement. D'après vous, depuis 1815, on obéit? Bien sûr, on obéit, on en tout cas ne dirige plus notre destin. On se cherche un allié le plus fort. On va toujours vers celui qui peut nous commander. Ça a été l'Angleterre, ça a été l'Allemagne, et maintenant c'est les États-Unis. Donc ça, depuis, on ne dirige plus. Et deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier qu'à partir du moment où la France s'écroule en 1815, parce qu'en fait il faudrait revenir un peu avant, c'est-à-dire que je pense même que les guerres de la Révolution et de l'Empire sont déjà une tentative ultime de corriger les échecs des derniers rois, avec 1763, le traité de Paris, etc. Bref. Et en gros, pour faire simple, pour résumer, oui, non, il y a une guerre quasiment de 150 ans entre la France et l'Angleterre. La France veut unifier la terre, l'Europe. L'Angleterre veut unifier la mer, et l'Angleterre ne nous laissera jamais les Carthages, en fait. Exactement, c'est Rome et Carthage, et l'Angleterre nous déclare une guerre à partir de 1680, qui durera jusqu'en 1815, qu'on va finir par perdre en 1815. Et à partir de 1815, il y a une autre nation qui se lève pour justement nous remplacer, puisque moi je pense qu'il y a une nostalgie de l'unité de l'Empire romain qui court le long des siècles, et à partir du moment où la France n'est plus en mesure d'unifier ce continent, c'est la Prusse et l'Allemagne, donc la Prusse qui va faire l'Allemagne et qui va tenter d'unifier le continent. Donc moi je pense... Qui va échouer également. Ah oui, justement, mais qui va nous provoquer 2 guerres mondiales. Donc je pense qu'en fait, si on fait un peu d'Uchronie, moi j'adore l'Uchronie, les historiens anglais sont spécialistes en gros, de ça. C'est l'histoire qui n'est pas écrite d'avance. Donc si Napoléon gagne, en fait on n'a pas les 2 guerres mondiales, puisque les 2 guerres mondiales sont le produit de la tentative de l'Allemagne d'unifier à son tour, à notre place, le continent européen. René Girard explique très bien, avec sa théorie du désir mimétique, comment en fait l'Allemagne ne réglera jamais sa dette de la défaite de Iéna et qu'elle vivra dans le désert mimétique de la France jusqu'en 40, quand elle écrasera enfin l'armée française et qu'elle réglera enfin ce désert mimétique d'admiration-haine qu'elle éprouve pour la France. Et donc elle veut remplacer la France, et l'Angleterre, aidée en cela par les États-Unis, recommencera donc la même guerre qu'elle a menée contre la France, c'est-à-dire contre celui qui va unifier, qui va tenter bien sûr d'unifier le continent européen, puisqu'elle ne supporte jamais ça. Voilà. Je crois que là, nous avons le fil rouge. Je crois qu'il y a une très jolie phrase du général de Gaulle, d'ailleurs, qui dit « L'Angleterre est une île, elle refuse d'être dans l'Europe et elle refuse que l'Europe s'unifie. On peut même ainsi, dit-il, résumer 8 siècles d'histoire de l'Europe. » Est-ce que vous êtes d'accord que Nicole Bacharan, que depuis 1815, depuis Waterloo, la France obéit alors qu'avant elle voulait commander? Je me demande même bien pourquoi, Frédéric, vous pensez qu'on est tous d'accord pour dire que 1815 c'est la limite, enfin le point ultime de la grandeur de la France. Et non, je disais que tout le monde est d'accord pour que la grandeur ait existé à ce moment-là. Mais d'autres pensent que la grandeur existe aujourd'hui. Je ne suis même pas d'accord pour dire qu'elle a existé à ce moment-là. Les guerres napoléoniennes, je veux dire, qu'ont-elles apporté de si grand, si ce n'est des boucheries colossales? Quand vous lisez les récits de Tolstoï sur la bataille de Borodino, je pense que ça peut vous dégoûter de la conquête à la manière napoléonienne. Je ne pense pas que le code civil et la modernisation d'un certain nombre d'États qui a été apporté effectivement par Napoléon dans sa démarche vers sa démarche, ça marche on va dire, vers l'Est, valait le carnage qu'il a créé. Le reste de l'Europe, des pays semi-civilisés qui nous entourent sont extrêmement choqués de voir le mausolée de Napoléon. Enfin, ça a été le sommet de la puissance française. Oui, mais est-ce que la puissance, de toute façon, c'est la grandeur? Le XVIIIe siècle a été le siècle où la France s'est pensée comme un pays universel. Voilà. Et le 19e siècle, la Grande-Bretagne s'est pensée, avec raison, comme un pays universel. Mais de toute façon, avec une population qui était relativement
limité, même si la France est un pays plus peuplé que les autres. Le plus peuplé, mais il n'était pas immensément peuplé. Mais si, il y avait 27 millions d'habitants, 28 millions, autant que la Russie à l'époque. Et la Russie avait un territoire 3 fois plus grand. Oui, mais enfin, par la suite, d'autres pays ont été par plus la peuplés. Suite, à partir du 19e. On abordera la question de la démographie. Oui, et les États-Unis, par la suite, ont été un pays immensément peuplé. Mais à l'époque, c'est 2 millions d'habitants, les États-Unis. Mais je veux dire, le comportement français est très lié au fait qu'il y a deux pays nostalgiques du temps où ils étaient des pays universels. C'est la France et par la suite la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne survit grâce à sa progéniture américaine. Non, américaine. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils vivent leur puissance comme si c'était eux qui étaient les États-Unis un peu. Voilà. Alors, restons sur le plan politique. Est-ce que depuis qu'on ne commande plus, est-ce qu'on obéit? Est-ce qu'il faut en être fâché ou au contraire s'en féliciter comme Nicole Bacharan? A-t-on vraiment dirigé le monde? Parce que pendant 15 ans, nos conquêtes militaires l'ont emporté sur les autres? Pas forcément. On est aussi dans un temps extrêmement court. C'était le pays hégémonique. Oui, mais la Révolution française aussi était hégémonique. Ces idées auraient très bien pu traverser l'Europe sans forcément le bain de sang napoléonien. On peut aussi, si on refait l'histoire, on peut imaginer... Non, mais la langue française était hégémonique. Avant Napoléon. Mais les guerres de la Révolution, c'est les autres pays. Et il y en aura après nous, monsieur Zemmour. Évidemment. Ce ne sont pas les guerres napoléoniennes. Mais ce ne sont pas les guerres qui font la grandeur de la France. Mais évidemment. La grandeur de la France, à ce moment-là, elle aurait très bien pu s'exprimer tout à fait autrement pour la Révolution française, qui nous dit que sans Napoléon, par exemple, les idées de la Révolution n'auraient pas traversé tout le 19e. Mais elles auraient traversé. Elles auraient pu influencer tous les pays d'Europe. Et on aurait peut-être pu aller au-delà de Moscou sans nos hommes. Mais qui vous dit le contraire? Mais personne, pas vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont que les moments militaires qui amèneraient la grandeur. C'est pour ça que je contesterai votre point de vue du début. Si on a un regard qui est essentiellement militariste, et donc d'expansion territoriale des frontières, d'ailleurs pour un temps très court, on peut considérer que oui, si on prend une règle, la grandeur géographique de la France est à l'une de ses apogées à ce moment-là. Mais le problème... En 1811, c'est 40 millions d'habitants et Rome, c'est le département du Tibre. Zemmour le démontre bien dans son livre, ce sera tout autant un siècle plus tard avec l'Empire colonial. Ça ne veut rien dire une grandeur millimétrée. Oui. Vous êtes que sur une grandeur qui est d'ordre. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, en termes de kilomètres carrés, il y en a plus. Parce que, oui. Les 100 millions d'habitants, vous en parlez dans votre livre, Zemmour. Justement, c'est bien pour ça. C'est un mauvais empire? Non, c'est un empire. Oui, c'est un empire de dépit. Ce n'est pas l'empire de... Vous l'écrivez, vous l'écrivez. Enfin, vous regrettez quand même la France des 100 millions, vous dites aussi. Quand on perd l'Algérie, on perd ce grand rêve qui était... alors justement, vous avez tout à fait raison, j'explique justement que à partir du moment où il y a déclin démographique, je crois d'ailleurs que c'est 1812, c'est quand même très révélateur. Oui. C'est quand même intéressant. C'est pour d'autres raisons. D'accord. Elles ne sont pas militaires. Non, bien sûr. C'est les famines, c'est les crises, on le sait très bien, c'est les conséquences aussi des 15 années qui ont précédé. Mais bien sûr, mais même avant. Mais bon, oui. À partir du moment où on ne domine plus en Europe, on va chercher un moyen, et Prévost-Paradol, je le cite parce que c'est un texte absolument magnifique, vous êtes d'accord avec moi, 1830. Il explique bien qu'à partir du moment où la France va rechercher à encore compter, c'est même plus dominer, c'est compter dans le monde qui vient, entre les anglo-saxons, les Américains qui arrivent, ce qu'il appelle magnifiquement l'Allemagne unie, avec un trait d'union, donc il avait tout vu, et la Russie qui arrive aussi, il faut, dit-il, qu'il y ait un grand ensemble français à 100 millions d'habitants avec l'Algérie. Il n'a pas le choix. Évidemment, il n'a plus le choix. C'est bien, j'ai dit, un empire de dépit. C'est bien ce que oui, non, mais un empire de dépit, c'est aussi quand vous le comparez à l'empire précédent. Évidemment. Le rythme des nations, vous le savez comme moi, les empires, vous le dites vous-même, sont faits pour disparaître. On le sait tous. Un empire, c'est une victoire éphémère, puisque par définition, un empire a la croix de la mort plantée au front. Ouais, ça dure plus ou moins longtemps. Les Américains, ça fait 100 ans. Mais non, les Américains, c'est pas qu'un empire, c'est aussi une nation. C'est la grande différence. Mais la France aussi. Non, non. La France est éternelle en tant que nation. L'empire français, dans ses excroissances, ne sont qu'éphémères. C'est là que je suis pas d'accord avec vous. Mais vous rêvez d'une chose qui... Vous le dites vous-même. Les Gallo-Romains ont pris conscience que les empires étaient éphémères. Mais c'est une impalissade. 300 millions de... 300 millions, mais oui, il y a 300 millions. C'est un empire nation, comme la Chine. C'est une nation impériale. Justement, et de la Chine. Mais pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. La France tendait, justement, si on avait eu le temps, à devenir cette nation impériale. Avec un peu de Belgique, un peu l'Italie, vous l'écrivez. L'Italie, la rive gauche du Rhin, c'est pas mal déjà. Ouais, mais attendez, et c'est là qu'est le cœur du développement économique depuis le Moyen-Âge. Une nation, c'est pas de l'épicerie fine, on va pas calculer un petit peu. Mais si, un peu de Belgique, un peu l'Italie, on est grand. Sans la Belgique, sans l'Italie, on est petit. Mais non. La nation française Vous aurez bientôt la Wallonie. Alors. Oui, absolument. Mais vous savez très bien. Ce qui n'est pas encore fait. Attendez un peu. Non, c'est pas fait. Ça vient tout doucement. Mais justement, puisque vous en parlez, on peut en parler. Et Bruxelles avec un peu de chance. Voilà. Il y a un chapitre dans son livre sur la Belgique. On peut en parler, puisque effectivement... Peut-être la dernière conquête de la France. Une des actualités en ce moment, c'est la crise en Belgique. Effectivement, moi, je propose d'y revenir. Le 27 avril, 2 extraits du journal télévisé. Effectivement, crise linguistique, mais surtout crise politique. C'est fini.
la Belgique n'échappera pas à la crise. Le roi a finalement accepté la démission du gouvernement parce qu'aucun accord ne semblait plus possible autour de l'arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Ce territoire est enclavé en Flandre. 150 000 francophones y vivent. Ils y ont des droits comme celui d'être jugés en français ou de voter pour des partis francophones. Des droits qui datent de 1962 mais que les Flamands veulent renégocier, quitte à renverser le gouvernement. Un gouvernement qui fonctionne, c'est important. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'on puisse scinder l'arrondissement électoral. Et pourquoi c'est important? Pas justement parce qu'on a le vœu de le scinder, mais parce qu'il y a un problème de conformité avec notre constitution. Les francophones craignent que les partis extrémistes flamands profitent de la scission de cet arrondissement électoral pour annexer Bruxelles. Bart de Wever, le leader flamand, est même accusé par le patron des francophones de Belgique, Olivier Minguin, de vouloir faire de Bruxelles la capitale de la Flandre. Krainem, à la périphérie de Bruxelles. Nous sommes en territoire flamand dans une commune qui compte 80% de francophones. Ici, la langue officielle est le néerlandais, mais l'usage du français est toléré pour l'obtention de documents administratifs. Malgré cela, Monsieur le maire estime que ses concitoyens sont brimés. Et chaque fois que nous venons ici à la commune et que je demande un document, je dois en faire la demande en français. J'ai envoyé les convocations électorales. Je devais d'abord les envoyer en néerlandais, et puis les habitants pouvaient venir à la commune pour les avoir en français. C'était tout de même restreindre le droit qu'avaient les gens avant. Je m'excuse, ici on est 80% de francophones, c'est tout de même le français qui doit dominer. Fort de cette majorité, le maire fera voter ce soir une motion symbolique qui vise à couper les ponts avec la Flandre. Le conseil communal de Krainem, en sa séance du 27 avril, requiert avec insistance le rattachement de notre commune à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Éric Zemmour, pour vous, la Belgique, c'est la plaie jamais cicatrisée de Waterloo. C'est notre RDA à nous, on nous a séparés. Alors vous voyez, c'est exactement ce que j'essayais d'expliquer. Pourquoi la France était en train justement d'inventer petit à petit une nation impériale exactement comme les États-Unis. L'histoire de la langue. En fait, la Flandre, c'est un sous-produit de la Belgique. Elle n'aurait jamais revendiqué sa langue, le flamand, qui n'existe pas d'ailleurs, qui est un néerlandais avec différents patois flamands, si la France était restée dominante en Belgique. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui se passait exactement comme dans toutes les autres régions françaises. On francise par la langue, par les mœurs, on francise la bourgeoisie, puis petit à petit, le peuple imite la bourgeoisie. C'est exactement ce qui se passait en Flandre, je dis bien. La Flandre, la bourgeoisie flamande parlait français jusqu'au début du XXe siècle. Et à partir de là, si la France était restée, le peuple serait passé à la langue française. Et donc il n'y aurait pas eu de problème, ni belge, ni flamand, ni rien du tout. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. C'est comme ça qu'on francisait une partie importante de l'Europe. Je voulais donner la parole à Jean Tullard. Qui est complètement dépassé parce que l'historien pose sur ces sujets un regard froid. Il n'a pas de passion. Alors quand j'entends tyran sanguinaire, quand j'entends boucherie, etc. Je suis très... Mais non, il n'y a pas... Il y a des boucheries. Il n'y a pas eu de mort pendant les guerres de Napoléon. Il n'y a pas eu des champs de bataille couverts de morts qu'on ne relevait pas parce qu'il n'y avait pas encore... Mais c'est tout. Les morts. C'est tout. Mais vous n'avez pas eu la grande armée qui est allée jusqu'à Moscou et qui est revenue à pied et il en restait 10%. Non. Non. Ah bon, là, je proteste. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Pourquoi me dites-vous 10%? Voilà, je vous pose la question. Vous m'avez dit 10% qui sont survécus. Je vais peut-être vous Combien mais demander de donner le chiffre. Donc devenu une puissance de second ordre et grosso modo, ça ne vaudrait pas le coup d'être vécu. Oh, j'exagère. Vous exagérez. N'oubliez pas quand même qu'il y a une autre guerre où la France va retrouver son patriotisme, c'est la guerre de 14-18. Et la légende qui entoure les poilus rejoint la légende qui entoure les grognards. Et là aussi, c'est une boucherie. Et là, c'est une vraie boucherie. Là. Ah, oui, alors là, c'est une vraie boucherie. On est absolument d'accord. Mais je vous arrête parce que les nostalgiques de la grandeur française disent qu'on a servi, alors justement, de chair à canon pour les Anglais. Là, notre allié, c'était l'Angleterre et c'était nous qui étions chargés d'arrêter les Allemands pour le compte de l'Angleterre. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Simplement, le drame, c'est que la France a essayé, à la fin de la guerre, de profiter de cette boucherie. Alors là, pour le coup, c'était une boucherie. Et Napoléon était mort depuis 100 ans. Elle a essayé de profiter de sa victoire pour essayer justement de conquérir ces espaces dont elle rêve depuis des siècles,
qui sont la fameuse rive gauche du Rhin, la Belgique et une partie de l'Italie du Nord, et que cette fois-ci, comme, c'est exactement ce que j'essaye de démontrer, comme elle ne gagnait plus toute seule, comme elle a eu besoin des Américains pour gagner, eh ben, les Américains et les Anglais lui ont dit pas question. Et donc Clémenceau n'a pas pu obtenir ce dont il rêvait, et c'est pour ça que dès 1918-1919, Bainville écrit « C'est fini, on a perdu la guerre, dans 20 ans ça recommence et cette fois-ci on va perdre ». C'était écrit parce que justement on n'arrivait plus à gagner toute seule et à dominer le continent européen pour lui apporter la fameuse paix romaine. L'expression veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a peut-être une toute autre lecture, au fond, de ce que peut être la grandeur d'un pays. On parle des guerres, on n'est pas forcément d'accord sur les termes de boucherie, à quel moment il faut les employer, mais il y a la grandeur des idées aussi. Et ça reste, et c'est quelquefois beaucoup plus influent et beaucoup plus durable que la grandeur qui s'exprime sur le champ de bataille. Vous avez deux nations à la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis et la France, qui formulent de grandes idées, et de grandes idées qui aboutissent à des démocraties, et non pas à l'intérieur à des empires. Ça me paraît plus grand, Madame, moi, vous avez paru dédaigner le Code civil, vous l'avez employé une expression méprisante. Non, je n'ai pas dédaigné. Le Code civil a été exporté. Est-ce que ça valait la peine de l'exporter de cette manière-là en Europe, et Marx lui-même dit que l'introduction du Code civil en Allemagne a déterminé la chute de la féodalité. Et en Italie et partout, on introduit le Code civil. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les idées de la Révolution qui ont été codifiées. Et je suis d'accord sur la valeur du Code civil, sur la valeur des idées de la Révolution, mais pas sur la manière de les exporter. Vous savez, l'exportation de la démocratie, on en a quand même parlé beaucoup autour de l'Irak, c'est quelque chose de compliqué. Qu'ont fait les Américains depuis 100 ans, si ce n'est exporter à la pointe de leurs fusils, de leurs chars, de leurs avions, la démocratie à l'américaine et le marché avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La guerre 14, la guerre 40, qu'est-ce que c'est? C'est des énormes boucheries. Exactement, on est d'accord. La Floride, la Californie, on est d'accord là-dessus. C'est une longue guerre coloniale. On est bien d'accord là-dessus. ont fait toutes sortes de guerres, et toutes leurs guerres ont été faites au nom de la liberté. On a mis tout là-dedans. Simplement, je pense qu'en 1917, c'était vraiment la liberté. En 1944, c'était vraiment la liberté. Si vous souhaitez que les Américains n'aient pas débarqué en 44, on a effectivement une vision différente. Moi, je souhaite qu'il n'ait pas débarqué en 17, vous voyez, c'est autre chose. C'est pas en 44. Et je vous signale que les armées françaises de la Révolution exportaient aussi la liberté. Et les armées napoléoniennes exportaient aussi la liberté. Ce qui veut dire qu'on peut l'exporter par la guerre, raison, l'exporter et avoir tort. C'est la liberté quand on a gagné. Ça, c'est la. Alors là, on est d'accord. C'est un grand classique des armées dans le monde. Mais oui, exactement. Quand à la suite s'installe une démocratie ou au contraire un régime chaotique et tyrannique. Pas forcément ce qu'a fait l'Amérique. En 17 comme en 44, on y a tous gagné. Quand l'Amérique arrive à Haïti et occupe Haïti, par exemple, Porto Rico ou Hawaï, c'est parce que l'Amérique a gagné et que personne ne vient reprendre ce territoire qu'au final on appelle ça la démocratie et la liberté. Il ne faut pas se leurrer. C'est quand même plus fort. Je suis d'accord. Je veux dire, quand on emploie le terme liberté, on y met ce qu'on veut dedans. Mais je viens d'expliquer, dès qu'il y a des armes. Quelquefois, c'est vrai. Dounia Bouzard, votre idée sur, là aussi, cette idée de la grandeur Pour moi, la République française est grande quand elle est en accord avec ses idées, qu'elle applique sa devise, effectivement. Donc, c'est vrai que quand on arrive dans l'histoire de France en cours de route, comme certains Français, on aime la France pour les hommes et les femmes qui se sont battus pour des idées et pas pour l'extension et la bataille sur les territoires. C'est au niveau des idées qu'on se sent français. Pourquoi? Je pense parce qu'on est arrivé en cours de route et que nous-mêmes, on a eu cette histoire avec la France sur les questions des territoires. Moi, j'ai exactement la même histoire et pourtant, je suis très content quand la France a étendu ses territoires, vous voyez. Non, mais on ne peut pas courir de nouveau après une chimère. On est bien d'accord, mais je réponds à madame. Non, mais je suis désolé, l'histoire de France, on l'apprend en entier. On l'apprend en entier. François Ferré, la France souffre de déficit d'un grandeur militaire depuis 1815. On est bien d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord. Donc toujours c'est une chimère. Mais est-ce qu'on peut être heureux tout en étant une puissance moyenne? C'est-à-dire en ayant une véritable démocratie. Est-ce qu'on peut apporter quelque chose d'utile, d'intéressant? La réponse est oui. Justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'effectivement, on pourrait dire par rapport à l'image de grandes puissances d'aujourd'hui, l'Amérique, la Chine ou la Russie, qui sont, pour ces trois-là, extrêmement détestés dans le monde. Il faut bien le reconnaître. Si on regarde à l'échelle mondiale, ce sont trois pays qui sont terriblement détestés. Comme tous on peut se regarder, par exemple, ce que pensent les touristes de la France aujourd'hui. Ils ont évidemment plus l'image des guerres napoléoniennes. On les écoute. C'était l'été 2007. On vous demandait aux touristes comment ils voyaient les Français. Quel visage renvoie-t-on aux étrangers?
Le profil du Français donne lieu à toutes les caricatures et les touristes dressent de nous un portrait en général sans concession. Les Français ne sont pas détendus, ils sont stressés au volant, ils marchent trop vite. Le Français est très amical, toujours prêt à aider. Parfois le Français est un peu froid, c'est probablement parce qu'il est très occupé. Dans cette institution de la gastronomie française, la cuisine tricolore fait l'unanimité dans toutes les bouches, quel que soit le pays. Les étrangers s'attardent sur des considérations beaucoup plus philosophiques, la dame pipi par exemple. Au Japon, c'est gratuit si on veut aller aux toilettes. Mais ici, en France, on est obligé de payer. Mangeur d'escargots et de pâtes de grenouille, pour beaucoup d'étrangers, le français est aussi un peu chauvin. Il aime bien son pays et tout, il a raison, hein, c'est un beau pays et tout, mais il le revendique facilement et tout, quoi. Ouais. Peut-être un peu moins modeste quand même que certains pays, quoi. Bon, les Français, ils parlent pas allemand, et pas que le français. Bon, si on veut voyager, il faut parler français. Et pourtant, selon une étude, 74% des étrangers s'estiment s'être plutôt bien fait comprendre en anglais. Mais il y a encore un peu de boulot. You understand what I'm saying? You understand what I say? Oui, yes. Yes, absolutely. Et en haut de la butte Montmartre, d'où les touristes contemplent notre style de vie tous les jours, que pense-t-on du French lover? Il nous fallait des Italiens pour répondre à cette question. Le français est fascinant. Il est un peu bohème, très attrayant, mais trop négligé. Bon, il ne faut pas se vexer, leur description détient une part de vérité, mais ils nous aiment bien et raffolent de la France. Alors je repose la question du début. Après tout, est-ce que la grandeur, c'était Napoléon ou est-ce que ça n'est pas aujourd'hui? Est-ce que ça n'est pas notre âge d'or? Ou je le répète, on fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, on fait partie de l'OTAN, on fait partie de la grande puissance et on vit dans un pays très heureux où tout le monde vit bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit notre ami. Nous sommes dans une époque de décadence. Mais réfléchissez que pour ceux qui en profitent, la décadence, c'est merveilleux. Les Romains de la décadence de Thomas Couture, dans le fameux tableau qui est à Orsay, allongés mollement sur des lits avec des filles dénudées, des coupes d'or remplies de vin capiteux, c'est magnifique. Que dit Talleyrand des années qui précèdent la Révolution? La douceur de vivre. C'est merveilleux, la décadence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez vu ces monuments, la façon dont on mange, on nous a évoqué les Latin lovers, etc. C'est une époque magnifique. Vive les époques de décadence. C'est la décadence et c'est magnifique. Non. On a quelque chose qui est assez clé. Parce que la seule époque qui peut comparer à la critique qui existe sur le présent, c'est les années 20-30, où tous les grands livres sur le déclin de l'Occident, la décadence, arrivent à ce moment-là. C'est vraiment un ordre moral qui s'oppose à une mutation. C'est toujours étonnant. C'est qu'à chaque fois, on est en train de nous parler que l'époque qu'on serait en train de vivre serait une totale décadence. Mais dans 40 ou 50 ans, on la regardera certainement pas comme une période décadente. C'est une période qui bouge, c'est une période où la démographie est en plein mouvement. Certes, c'est une période compliquée par rapport aux questions migratoires, mais personne n'est capable vraiment de prédire ce que sera dans 20, dans 30 ans ou dans 40 ans la France. C'est aussi une période qui, culturellement, pas que la France est en régression. C'est une vision du présent que vous avez qui aurait été exactement la même d'un Spengler, d'un Massy qui aurait regardé l'Europe ou la France au même moment. Je ne pense pas vivre une période de décadence. C'est pas parce que la conquête militaire n'est pas là. Excusez-moi, nous ne sommes pas à Moscou avec d'autres. Non, je ne dis pas. Excusez-moi, il n'empêche que les années 30, ça a fini par 40 quand même. Non, mais et que c'était les années 50 en 1800 finit par 1870, et les années 1900 par 1914. Excusez-moi. Et les années 50 par l'Algérie. D'accord, mais ça n'a rien à voir. Il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des guerres. Ça n'a rien à voir. Vous parlez de décadence. Excusez-moi, la période des années 30 pour la France, c'est une période assez décadente qui finit par une catastrophe. L'exemple que vous prenez, il n'est pas d'ailleurs, c'est d'ailleurs une erreur de commencer à Waterloo. L'exemple que prend Zemmour, c'est dans son livre, c'est de remonter à Gibbon. La thèse de Gibbon sur... Ah si, le déclin de l'Empire romain. C'est votre grand historien. Ah non. C'est un grand historien. Vous n'êtes pas sur une logique du déclin de la France, vous êtes sur la logique du déclin, le déclinisme que produit Gibbon sur l'Empire romain, que vous décalquez à la situation française. D'accord. C'est à peu près votre thèse. Je oui, vous le citez 4 fois. Absolument. J'aime beaucoup Gibbon. C'est votre principale référence avec Bainville et Maurras dans l'ouvrage. C'est ma principale J'ai référence. dit vos principales références. Mais c'est pas une critique. Il y a pire.
Je vous écoute là-dessus. Par contre, Gibault est intéressant parce que vous pensez que sa seule analyse dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu complètement, est essentiellement liée aux barbares. Le barbare pénètre, détruit, voire même devient les hommes des légions de l'Empire romain et l'Empire romain s'effondre. Vous l'avez écrit 3 fois. Il dit le christianisme. Excusez-moi, Gibault explique que c'est le christianisme qui a abattu l'Empire romain. Mais vous expliquez aussi que c'est la présentation des barbares dans les légions romaines qui vont faire qu'elles vont, à l'intérieur du système, à un moment, être détruites de l'intérieur par les barbares. Donc on comprend très bien que cette thèse, elle fonctionne parfaitement bien pour vous aujourd'hui. Et donc vous regardez la situation d'aujourd'hui à l'aune d'une thèse qui remonte quand même au XVIIIe, pour parler quand même du IVe siècle après Jésus-Christ, où je pense que le contexte, d'abord la mondialisation, le flux des populations, les échanges culturels, les frontières qui explosent à l'intérieur de l'Europe, le contexte n'est pas du tout le même. La vision du barbare d'aujourd'hui, pour moi, je vais juste terminer là-dessus, je vous laisse la parole, n'est pas la même que celle, à mon avis, qu'on pouvait avoir à Rome, voire même au XVIIe ou au XVIIIe. Je pense qu'aujourd'hui, l'échange d'individus, les voyages, la migration ne se fait plus avec un taux d'inégalité comme pouvaient être les barbares et Rome. Ceux qui viennent chez nous, des fois des cultures équivalentes aux nôtres, équivalentes, qui vont nous apporter autant qu'on va leur apporter. Vous avez donc une peur qui est très ancienne, avec une analyse historique qui est également très ancienne, que vous calquez, que vous essayez d'expliquer sur 2 siècles. Et je trouve que là, je ne suis donc pas du tout d'accord avec la thèse de dire aujourd'hui, nous serions au cœur de la décadence romaine. Pas du tout. Et on peut vous répondre? Mais bien sûr. C'est très simple. Premièrement, je ne prends pas que Gibbon pour l'analyse de Non, mais pour l'analyse de Rome, je prends aussi un historien tout à fait récent, un livre qui est sorti l'année dernière et qui s'appelle Barbero, et qui est un historien italien, et qui explique, comme par hasard, exactement la même chose, simplement avec des mots différents. Il explique que les barbares ne sont pas des barbares mais des immigrés, et que en fait ça a très bien marché. C'est vrai que c'est plus simple pour vous à traduire. Ah mais pour rien, je vous l'accorde. Vous avez lu le livre ou pas? Oui, tout à fait, je vous l'accorde. Donc j'ai lu Barbero, et donc ce n'est pas seulement Gibbon. C'est là ça m'amuse parce que vous avez plaisir à dire que c'est une référence historique du XVIIIe. Ce qui est vrai. C'est vrai. Ce qui est vrai. Attendez, ce qui est vrai. Or, elle est corroborée, mais évidemment, elle est corroborée par un historien de l'année dernière. Oui, enfin, 1 sur 20 par rapport à cette thèse. Mais pas du tout, il y en a beaucoup. Non, mais justement, deuxièmement, pour les historiens d'aujourd'hui, je vous entends en disant, ils nous apportent des cultures, etc. C'est la grande thèse d'aujourd'hui sur le multiculturalisme, sur... Vous parlez largement. Sur on ne doit pas imposer sa culture, mais on doit négocier différentes cultures sur un même territoire. C'est exactement ce qu'expliquent certains historiens anglo-saxons aujourd'hui sur le déclin de l'Empire romain, qui nous expliquent qu'en fait les barbares n'étaient pas du tout barbares, qu'ils étaient civilisés, qu'ils apportaient aussi leur culture, qui parfois était supérieure à Rome. Donc vous voyez, les discussions sont exactement les mêmes, et les débats sont exactement les mêmes. Pour que ce soit très clair pour les gens qui nous écoutent, en gros, la thèse de l'effondrement de l'Empire romain par l'arrivée des populations étrangères, c'est le fait que l'Empire romain n'arrive plus à les assimiler. Voilà. Et surtout qu'ils font sécession, en fait. Voilà. Petit à petit, ils gardent leur identité. Voilà, exactement, et ils font sécession. Est-ce qu'on doit forcément adopter l'idée que l'arrivée des immigrants soit la fin d'un empire? Ah non, j'ai pas dit ça. C'est ce que je croyais comprendre. Ah mais vous avez mal compris. Non, attendez. Je ne doute pas qu'Éric Zemmour nous explique. Bien sûr, j'ai dit la moitié. C'est les chiffres de Milza, c'est pas de moi. Je ne doute pas qu'Éric Zemmour me corrige et m'explique mieux ce que je n'ai pas compris. Mais si on regarde... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Éric Zemmour présente le monde comme si c'était 2 côtés bipolaires. Pas du tout. Avec d'un côté l'islam qui serait par essence archaïque, avec comme corollaire les Noirs et qui serait impossible d'assimiler. Et là encore, vous dites n'importe quoi. Et de l'autre côté, la modernité qui serait l'apanage du reste du monde. Je dis, mais vous m'avez pas lu vous non plus, c'est comme madame. Je vous ai lu. Et donc, je n'ai jamais dit ça. C'est une vision complètement fausse, c'est même pas simpliste. Attendez, laissez-moi placer une parole. Laissez terminer Dounia Bouzard. Vous m'avez dit tout à l'heure, l'histoire de France est à prendre dans l'entièreté. La grandeur de la France, ça consiste aussi à reconnaître que cette grandeur, elle a été faite par des tas de gens. Et ce que justement les nouveaux, les Français qui sont Français depuis moins longtemps que les autres ont du mal à supporter, c'est que justement on les traite comme des étrangers, comme vous le faites dans votre écrit. On va en parler longuement puisque vous les citez à longueur de temps. Vous passez votre temps à enfermer les musulmans et les noirs dans une étrangérité qui leur collerait à la peau comme s'ils étaient différents. Tout ça est archi faux. Et comme s'ils devaient s'assimiler, comme s'ils étaient intrinsèquement différents. Mais comme tous. Donc vous les définissez de façon différente. Et donc,
Et mais donc, comme mes ancêtres à moi. Ces gens-là, ces gens-là. Alors mes ancêtres à moi aussi sont étrangers. Ces gens-là souffrent d'être considérés dans vos paroles comme des gens étrangers, alors qu'ils ont fait partie de l'histoire de la France, que leurs grands-parents ont fait partie de ceux qui ont défendu la France pendant les 2 dernières guerres, et justement ils ne sont pas aussi étrangers que ce que vous voulez bien leur faire croire. Donc au niveau de la grandeur de la France, c'est aussi à nos discours sur la mémoire de ne pas confondre l'histoire et la mémoire, et de bien prendre en compte tous ceux qui ont participé à l'histoire de France. Et alors c'est justement ce que je fais. Voilà. Alors juste pour que je résume, Éric Zemmour, je vous donne la parole tout de suite. Excusez-moi, mais pour que ce soit très clair. Vous déformez complètement ce que je dis. Éric Zemmour, vous parlez de 2 modèles anthropologiques. Vous parlez de 2 systèmes de coexistence en parlant de l'islam et de l'autre côté de tout ce qui serait civilisé. Je ne dis pas du tout ça. Éric Zemmour, juste pour que ce soit très clair, vous dites, si je vous ai bien compris, et vous n'êtes pas le seul, d'autres l'ont dit avant vous, que effectivement, là encore, vous le faites remonter à Waterloo, la France serait dans un état de mélancolie démographique aussi, pas seulement politique et économique, démographique. Et en gros, elle aurait aujourd'hui tendance à faire venir les immigrés, remplacerait les enfants que nous faisons de moins en moins. Depuis 1860. Voilà, elle franciserait des populations qu'elle ne peut plus conquérir à l'extérieur, donc elle les fait venir. Vous et elle les assimile. Et elle les assimile. Depuis 1860. Vous dites, et vous n'êtes pas le seul encore une fois, vous dites qu'au départ, ils le font avec des Italiens, des Polonais, des Belges, et ça se passe très bien, c'est l'ancienne grande armée de Napoléon. J'ai pas dit que ça se passait très bien, parce qu'il y a des problèmes. Milza donne des chiffres terribles, je crois que 40% ou 50% des Italiens qui arrivent entre 1870 et 1940 repartent. Donc l'assimilation... C'est lié à l'immigration italienne, ça n'a rien à voir avec des chiffres terribles. Hein. Non, mais il est une temporaire en France. Vous dites que seuls sont restés ceux qui étaient assimilables et que les autres sont repartis. Qui ont voulu s'assimiler. Ceux qui ont voulu s'assimiler, que les autres, et que c'était une espèce d'épuration naturelle. Mais non, mais pas du tout, c'est que les gens ils choisissent. C'est que l'assimilation française était très exigeante au XIXe siècle, elle était quand même beaucoup plus exigeante. Elle était plus exigeante au début du XXe qu'au XIXe. Bon, si vous voulez. Il y avait quand même une fois, regardez dans le nord de la France, les Belges, qui sont arrivés par exemple du côté de Lille, Roubaix, Tourcoing, la notion d'exigence vu qu'on avait besoin d'eux en tant que manœuvre n'était pas non plus extraordinaire. Bon, d'accord. Oui, bien sûr. Ils ont gardé leurs associations sportives, leurs clubs. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors que là, je suis d'accord. Mais là, on est beaucoup moins exigeant depuis les années 70, c'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Mais vous parlez d'incompatibilité entre 2 modèles anthropologiques, c'est vos paroles. Vous parlez de 2 modèles de coexistence, c'est vos paroles. On est bien d'accord. Et vous nous faites même un choc, non pas des civilisations, mais vous nous faites un choc des langues en disant que le français est la langue de la raison et que l'arabe est la langue de la soumission à Dieu. Oui, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire islam? Ça veut dire soumis-toi à Dieu. Vous dites la langue arabe. Alors tout le temps pendant votre livre, vous faites la confusion. Vous faites la confusion entre l'arabité et l'islam, sans arrêt. La preuve, vous dites carrément que la famille musulmane est polygame et endogame et que ça repose sur la loi du clan. Alors vous n'avez pas bien compris quelque chose. On peut être à la fois de culture française et de confession musulmane. On peut être de couleur noire et de culture musulmane. Or, vous passez votre temps à définir les gens soit par la culture comme si c'était génétique, soit par la religion, comme si la compréhension d'une religion se faisait de façon génétique. C'est-à-dire qu'il y avait une façon d'être musulman. Vous n'avez pas compris qu'un Indien peut interpréter son Coran au travers de sa culture indienne et qu'un Français qui a grandi avec Élisabeth qui ne croit pas en Dieu, qui a grandi avec David qui est juif, qui a grandi avec Marie qui est catho, quand il va ouvrir son Coran, il va comprendre son Coran d'une autre façon que son arrière-grand-mère. Oui, mais attendez, parce qu'il faut quand même dire ce que vous disiez pour que tout le monde comprenne. Vous parlez des musulmans comme s'ils sont d'une autre culture. Vous dites la famille est polygame et endogame. Ça, c'est la culture arabe. La famille arabe était polygame et endogame. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais absolument pas. L'islam est un livre c'est la compréhension d'une religion. Vous zappez l'étape humaine. Je comprends ma religion à partir de ce que je suis. Je comprends ma religion à partir de ce que je vis. J'aimerais, si on pouvait vous répondre, ça serait bien. Allez-y. Simplement. Vous parlez de la tendance française à tourner au débat théologique. Absolument, ça c'est très juste. De Waterloo à l'église. Absolument, c'est fort. Parce que bon, la France n'est pas que le problème de l'immigration. Absolument, bien d'accord. Mais on n'est pas dans l'immigration, monsieur. Je sais pas de... On est dans la répercussion de la culture française sur les compréhensions des religions. On n'est pas du tout dans l'immigration. Vous avez des
des gens de tous les prénoms et qui sont de référence de confession musulmane. L'islam n'est pas une culture, elle n'est pas génétique. L'islam est un choix religieux. La culture et génétique, c'est pas pareil. Alors, répondez, vous en Éric. parlez comme si c'était héréditaire. Pas du tout. Mais c'est une culture, l'islam. Non, absolument pas. Mais absolument pas. L'islam n'est absolument. Moi, je suis de culture française. Mais c'est aussi une culture, c'est aussi une civilisation, c'est aussi un marqueur identitaire. Mais de quoi on parle? On parle des musulmans qui arrivent d'une autre culture. Vous me laissez jamais parler, donc c'est facile. Vous avez longuement développé. Alors, quand je parle de deux modèles, je me réfère aux travaux d'Emmanuel Todd qui explique les différences politiques, sociologiques avec les différences familiales. Et j'explique que la France... Parlons des Maghrébins. Je dis... Et des primo-arrivants. C'est vrai, attendez. Faut le dire. Non, pas seulement. De ceux qui arrivent. De ceux qui arrivent. Des primo-arrivants. C'est important à dire. Mais je peux continuer. Qui ont une autre culture. Précise. Laissez-le finir. Si vous voulez, je vous laisse, c'est pas grave. C'est un procès. C'est plus un débat. Alors, nous ne sommes pas à Salem. On essaie de reprendre un peu la liberté de penser. Justement, j'utilise les travaux de Todd qui expliquent que dans tout le monde arabo-musulman, nous sommes dans une culture endogame, c'est-à-dire qui réserve les femmes aux cousins dans le clan. Et clanique, la loi du clan. Merci, c'est tout ce que j'ai dit. Absolument. Deuxièmement, j'oppose à ça, et j'explique que Todd explique lui-même qu'il y avait traditionnellement en France deux modèles familiaux, avec le modèle du nord de l'Île-de-France et le modèle du sud, famille souche, et l'autre famille libérale. Et il explique comme ça, et je pense cette analyse très fine et très intelligente, que l'Europe et la France est le seul pays d'Europe à avoir deux modèles familiaux, et donc il explique comme ça la tendance à la guerre civile française, c'est-à-dire parce que les deux modèles familiaux s'affrontent sans cesse depuis des siècles. Et le modèle donc vous voyez, je ne parle pas d'Occident, je ne parle pas de guerre de civilisation, je ne parle pas de tout ça. Déjà, vous dégagez tout ça. Deuxièmement, quand j'explique aujourd'hui que nous avons un modèle familial français qui est devenu en fait le modèle de l'Île-de-France, libéral, individualiste, et qu'il y a dans notre pays des gens qui ont un modèle qui importe les primo-arrivants, arabo-musulmans, endogames, je dis que nous retrouvons là l'opposition à deux modèles. Et quand je dis qu'il y a des risques d'affrontement, c'est parce que je pense que ce modèle endogame est prolongé par les familles arabo-musulmanes ou même africaines qui tentent de le sauvegarder. C'est bien légitime, c'est leur modèle. Et quand j'explique par exemple qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont mariées à des jeunes en Algérie, au Maroc, en Afrique, parce que justement c'est le cousin qu'on va chercher, c'est pour justement pérenniser ce modèle endogame. Et voilà pourquoi donc vous voyez, c'est pas du tout ce que vous avez présenté. Éric Zemmour, quand vous écrivez la famille musulmane, pas la famille arabe, la famille musulmane est endogame et polygame, est-ce que vous avez conscience qu'en nommant les choses comme ça, vous validez l'interprétation des groupuscules radicaux et que vous évacuez toute la première génération de Français de confession musulmane qui a grandi en France, qui a été socialisé en France, qui justement a fait le tri entre ce qui relève de la religion et de la tradition, parce que justement, comme les autres adolescents français, ils voulaient pouvoir remettre en question les valeurs de papa et maman sans avoir l'air de traître, et qu'ils ont dû dire, tiens, mais ça, maman, c'est pas sacré, ça, c'est la tradition de ton village, je peux le laisser tomber. Ça, par contre, attendez, excusez-moi, parce que c'est important, c'est la religion. Et il y a plusieurs jeunes qui sont passés par l'islam pour remettre en question des traditions archaïques, machistes de pays d'origine. Je l'évacue d'autant moins que je dis dans mon livre, mais vous ne me citez pas, qu'il y a aujourd'hui dans les banlieues françaises un affrontement entre deux modèles. Ça vous le dites. Merci. Un affrontement dans les banlieues françaises. Non, ça c'est la télévision, c'est pas moi. Un affrontement entre deux modèles au sein des familles d'immigrants, qui est ceux qui veulent perpétuer le modèle classique, endogame classique, et c'est les grands frères qui surveillent, etc. Et les autres, les filles et d'autres garçons, mais en particulier les filles, qui essaient de s'émanciper de ce modèle et qui essaient d'adopter le modèle français. Je le dis, oui ou non? Donc je pense aujourd'hui. Mais si, c'est le modèle français. Vous venez de vous trahir. Mais bien sûr que c'est le modèle français. Mais non, c'est pas le modèle français. Mais bien sûr que c'est le modèle français. C'est le modèle de l'égalité, c'est le modèle de la modernité. Non, et les filles le font façon par. Pas du tout, c'est le modèle français. Vous nous empêchez de redéfinir. Ce n'est pas le même modèle aux États-Unis. Ce n'est pas le même modèle familial aux États-Unis. Nicole Bacharan, oui, on n'est pas obligé de. Un tout petit peu plus pragmatique, parce que vous parlez du modèle des États-Unis, et il y a une différence dans
dans la manière dont l'immigration se vit aux États-Unis en France, pour un tas de raisons. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais une des choses qui fait que vous avez une famille traditionnelle, disons, qui essaye de reprendre la main, et une seconde génération qui lutte plus ou moins bien contre ça, là, ce qui fait que cette seconde génération y arrive, c'est le travail, l'emploi, l'école, la réussite dans les études. Et quand ça c'est ouvert, vous avez la génération suivante parle généralement ou l'anglais ou le français selon le pays où on se trouve, et parfaitement française ou américaine, etc. Quand on s'interroge sur l'idée de notre déclin, voire de notre décadence, mais j'irai peut-être pas aussi loin, c'est quand même beaucoup fondé, et vous citez Todd, sur la démographie. Les Américains à l'heure actuelle sont très inquiets sur leur sort. Vous avez 60% des Américains qui disent que leur pays non seulement est en déclin, mais que c'est un déclin durable. Et quand bientôt ils parleront espagnol. Absolument. Et quand les démographes s'interrogent sur ce qui fait que ce pays, au contraire, peut rebondir, ils vous expliquent que dans 40 ans, il y aura 100 millions d'Américains de plus, qu'en 2025, la majorité des Américains ne seront plus des Blancs d'origine européenne, ce sera tous les autres, et que ça ne sera pas pour autant moins l'Amérique si ça continue avec l'innovation scientifique, l'innovation technologique, les investissements dans la recherche et le développement. Donc il me semble que la question de l'intégration, de la francisation, américanisation même pas de la partie prenante, disons, dans les valeurs républicaines, ça dépend énormément de la situation de l'école et de l'emploi. Oui, Bernard, justement, est-ce que tout ça, est-ce que toute cette discussion vous paraît typiquement française? Oui, j'avais pensé appeler mon livre Les Exagérés, mais le titre avait déjà été pris. Les surexcités. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à essentialiser tout problème, toute différence finit par être essentialisée dans les débats. Oui, tout à fait. Les Canadiens tout à fait. Par exemple, le débat avec Onfray et Freud, alors là, évidemment, tout le monde se régale. Ça, c'est sûr que ça devient c'est vraiment, on retourne au débat théologique. Mais je veux dire, la question, c'est de savoir, est-ce que le malaise, si malaise français y est, est-ce que ça se résume à l'immigration? Est-ce que c'est pas plutôt le fait que la France, qui est une puissance moyenne, est-ce qu'elle peut vivre de façon heureuse? Après tout, c'est un pays extrêmement prospère. Bon, les comptes publics sont pas dans un état génial. Par exemple, je crois qu'en Italie, où l'État est dans un état absolument abominable depuis très très longtemps, malgré tout, je crois que les Italiens sont très fiers, par exemple, de la culture italienne, du culte de la beauté, etc. Mais nous aussi, on est très fiers de la culture française. Ils sont pas convaincus qu'ils sont en train de couler à pic. C'était pas la question. La question, c'était de dire, en gros, depuis Waterloo, pour faire simple, politiquement, on a été affecté, on l'a vu, on ne peut plus être tout seul, on cherche des alliances, ça a l'air d'être un problème pour certains. Démographiquement, c'est un problème, effectivement, il a fallu faire venir des immigrés parce qu'on ne faisait plus d'enfants et qu'on n'arricait plus à conquérir, et puis économiquement aussi. Et financièrement. Voilà, c'était le troisième sujet que je voulais qu'on aborde. Les comptes publics s'écroulent autant de Talleyrand parce qu'il y a un déficit énorme de 2 milliards, ce qui nous fait sourire aujourd'hui, et que la monarchie ne peut plus emprunter parce qu'on ne lui fait plus confiance. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on nationalise les biens du clergé, on invente l'assignat jusqu'au moment où mes chers thermidoriens, ceux qui vont porter Napoléon au pouvoir, n'hésitent pas à faire ce qu'il faut faire dans ces cas-là, la banqueroute. Alors ils font la banqueroute des 2 tiers, c'est-à-dire que vous avez prêté 300 francs à l'État, on vous dit, mes chers amis, nous ne vous rembourserons plus d'intérêt que sur 100 francs. Admirez-nous, on ne parle pas de banqueroute des 2 tiers, c'est un bel exercice de communication, mais de tiers consolidés. Et donc, le résultat, c'est que l'État ayant fait banqueroute, Napoléon paraît et crée le franc germinal qui va durer jusqu'au franc Poincaré. Nous n'en sortirons pas, je considère, mais bien entendu, je ne suis pas spécialiste, je considère que c'est folie d'aider constamment la Grèce, etc. Il faut laisser, à un moment donné, un État faire banqueroute. Et plus tôt il fait banqueroute, moins les dommages. Oui, mais dans la communauté européenne, c'est plus compliqué aujourd'hui, puisque les monnaies étant uniques. Là, vous êtes en train de parler pratiquement au niveau monétaire d'une région de l'Europe. Donc vous savez très bien que la banqueroute, aujourd'hui, d'un État qui est dans la zone euro, impliquera... Vous savez très bien l'impact que ça va produire pour toute la zone euro. C'est pas comme dans le temps quand un État s'effondrait. Il y a des pays qui ont toujours gouverné par l'inflation. C'est bien pourquoi Napoléon, dans son empire, quand il unifie l'empire, ne fait pas de monnaie unique. Vous retrouvez tout
Napoléon évite l'euro. Non, il n'a pas forcément eu le temps non plus. En revanche, il n'a pas vraiment le temps de le faire. Si on peut prolonger ce que dit Pilar, ce qui est très intéressant pour aujourd'hui, il y a en fait, Napoléon refuse de faire des dettes, n'utilise absolument pas les financiers. Stendhal expliquera que justement il le payera pendant l'expédition de Russie parce que les fournisseurs ne lui fourniront rien pour lui faire payer le fait qu'il ne les a pas utilisés. Et il y a une discussion extraordinaire qu'on croirait 2 siècles plus tard entre Napoléon et Caulaincourt qui reviennent justement de la retraite de Russie. Et Napoléon dit les Anglais font tout ça, nous font la guerre parce que c'est l'endettement et qu'ils n'arrivent plus, justement, ils sont endettés exactement comme les Américains aujourd'hui. Et donc c'est la course sans fin à l'armement et à la militarisation comme les Américains aujourd'hui. Vous en concluez que depuis Waterloo, finalement, que ce qui s'est joué à Waterloo, c'est l'opposition entre la terre... Alors là, les modèles, oui. Entre les deux. Alors voilà. Alors oui, là, ça, c'est des vraies oppositions de modèles. Entre le modèle terrestre, napoléonien, qu'on peut appeler le modèle toscan, ou le modèle rhénan, ou le modèle français... Qui sera aujourd'hui le capitalisme industriel. Exactement, sans crédit. Et le modèle anglo-saxon de la mer, du commerce et du crédit, qui l'emporte de la spéculation, de l'endettement. Exactement, et qui l'emporte en 1815, pour 2 siècles jusqu'à aujourd'hui, puisque les Américains, évidemment, prennent la succession de l'Angleterre. Et donc on sera victime aujourd'hui, la France, et depuis 200 ans, de la mondialisation anglo-saxonne. Exactement. Oui. Nicole Bacharan. Enfin, il y a une petite limite. Ça part quand même d'un échec napoléonien en Égypte. Napoléon aurait très bien pu, à travers l'Égypte, avoir une toute autre destinée maritime, vous le savez comme moi. C'est une économie, ou du moins c'est un esprit continental de dépit, vous le preniez le mot tout à l'heure. Si Napoléon avait réussi en Égypte... Vous savez que Napoléon a dit lui-même, il a peur des dettes, etc. Il ne faut pas exagérer. Le Napoléon qui réussit en Égypte, il va jusqu'en l'Inde. Mais c'est plus la même histoire. Je suis d'accord. Donc l'idée, mais il détruit le c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. C'est une opportunité qui s'offre à lui à un moment parce qu'il ne peut plus aller vers la mer et qui reste sur le continent. Le Napoléon conquérant aurait fait le Soudan, l'Éthiopie, l'Inde, et on parlerait peut-être aujourd'hui français en Indonésie. Alors arrêtons avec le Napoléon. Oui, il fait de l'Uchronie. Napoléon a revendu la Louisiane. Exactement. Alors je veux dire, comme quoi il était endetté. Les États-Unis seraient... Parce que justement, il payait les dettes de la Révolution. Et restons, si vous le voulez bien, sur la mondialisation anglo-saxonne. Est-ce que la mondialisation est strictement anglo-saxonne? Est-ce que nous en sommes victimes? Strictement anglo-saxonne. Le capitalisme le plus dynamique, à l'heure actuelle, il est en Chine, il est en Inde, il est au Brésil. Mais sur un modèle anglo-saxon. Oui. Et puis en plus, j'adore quand on dit ça, on oublie toujours de dire que je crois 60% de l'économie chinoise. J'adore ce que je dis. Mais non, mais j'adore ce que vous dites parce qu'on dit toujours ça. Et on oublie de dire c'est la fascination des empires. La majorité des entreprises en Chine qui font le dynamisme économique sont occidentales et pour la plupart américaines. Et ça, on le dit jamais. En fait, c'est les Américains, les entreprises américaines, avec les employés chinois qui sont payés au lance-pierre, qui font le modèle chinois. Et le modèle chinois, il est entièrement, ou presque entièrement d'origine européenne, mais pas uniquement anglo-saxonne, puisqu'ils sont quand même encore communistes. Alors un communisme bien étrange, mais enfin qui est quand même venu d'Europe, sur lequel qui a fait effectivement cet amalgame, où je ne sais même pas quel terme employer. Non, mais ce sont les Américains qui ont imposé ce modèle de la mondialisation qu'on a aujourd'hui depuis le compromis de Washington en 1989, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont les règles américaines de monétarisme friedmanien. Et c'est comme ça qu'on est allé ensuite délocaliser toutes nos entreprises en Chine. Donc c'est bien un modèle américain. C'est un modèle qui effectivement, alors là j'en suis totalement d'accord, touche complètement ses limites. Et que dans la crise actuelle, il y a une injustice dans qui porte les conséquences de ça, qui est absolument terrible. Ça c'est fait pour. Et qui a vraiment, oui, c'est peut-être fait pour, mais il y a de vrais ferments révolutionnaires là-dedans. Oui, mais en même temps, ce modèle-là va évoluer. C'est-à-dire qu'on voit les grandes nations comme l'Inde, la Chine vont faire que ce modèle, dans les 30 ans qui viennent, tous les économistes vous l'expliquent, va de toute façon changer. C'est-à-dire qu'il est en train déjà de muter. On le voit bien, les crises, c'est quoi? Avec une extrême brutalité. Et rapidité. On voit ce que c'est que la brutalité américaine dans les affaires, mais on n'a rien vu comparé à la brutalité chinoise. Je pense que, oui, mais c'est pas seulement une affaire de brutalité, c'est aussi maintenant qu'il n'y a plus un pôle dominant en termes d'économie, qu'on voit émerger des économies énormes d'1 milliard d'individus. Et si on nous rend compte ce que c'est, on achète plus de portables par seconde en Chine que dans le reste du monde. Ça suffit, ça tout est dit. Donc de toute façon, on est en train de voir le modèle changer. Les crises qu'on a eues il y a 2 ans, c'est ni plus ni moins que déjà les mutations de ce modèle. Comme la crise de 29.
qui a vu la transmutation de la puissance anglaise qui est devenue la puissance américaine. Oui, dominante. Et en même temps aussi, la crise de 29 est un symbole aussi d'une crise américaine qui a dû trouver et inventer en 20 ans. Sans la Seconde Guerre mondiale, jamais l'Amérique n'aurait été... Il nous reste que quelques minutes. Évidemment. La question, c'est quand même... Vous voyez, c'est encore l'Amérique. La question, c'est un peu de savoir que fait un pays de 60 millions d'habitants qui a une géographie tout à fait remarquable. Vous parlez de la France. Mais qui n'a que 60 millions d'habitants. Mais qui sont 80 dans 2 décennies. Oui, d'accord, mais enfin 80 millions par rapport à 80 millions d'Américains et à 1,2 milliard de Chinois et 1,2 milliard d'Indiens, c'est quand même... Alors justement, ce sera ma dernière... Et je veux dire, on peut quand même... Ce sera ma dernière question et ça pourrait être votre conclusion, vous y répondrez à la manière que vous voulez. Justement, le fait de ne plus être une grande puissance fait que aujourd'hui la valeur absolue pour les Français, en tout cas pour le grand nombre de Français, ça n'est plus justement la puissance, c'est la paix. Vous avez l'air de le regretter, Éric Zemmour. J'imagine que beaucoup s'en félicitent, au contraire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que ce soit la paix, notre valeur, et l'Europe, la garantie de cette paix, est un problème en soi? Non, parce que la guerre est indispensable pour forger une nation. Nous n'avons plus de nation. Mais à partir du moment où nous aurons une guerre, eh bien, vous verriez l'unité. J'ai fait la guerre d'Algérie, vous évoquez tous ces problèmes musulmans. J'ai fait des patrouilles de nuit avec des harkis. Toutes les différences sociales, les différences de peau, tout s'estompe. Vous êtes dans un danger. Dans la mort. Dans la mort, et dans la mort également. Mais s'il faut en arriver là, on va trouver un autre système, ce là. Voilà, on va chercher un autre système. Les boucheries, dans l'amour, dans la culture, il y a d'autres endroits. La nation, car qu'est-ce qui se passait en 1789 ? La France, qu'est-ce que c'était? C'était des provinces agglomérées au domaine royal. Et Mirabeau disait un agrégat inconstitué de peuples désunis. Or, les guerres de la Révolution, Valmy, où on crie « Vive la nation », ce sont des volontaires. Et d'ailleurs, c'est Renoir dans la Marseillaise, puisqu'on parlait cinéma, c'est Renoir dans la Marseillaise qui l'exalte. Les guerres napoléoniennes, c'est « Vive l'empereur », mais c'est aussi « Vive la France ». Il y a dans la guerre, et c'est 14-18 qui forge. Enfin, il y a Vive la libération et Vive la paix aussi, cité par les Vous ça aurait remplacé le débat sur l'identité nationale, une bonne guerre. On chante la paix comme la guerre. Et une bonne guerre résout les problèmes économiques, résout le chômage. Il n'y a pas de chômage sous Napoléon. Ma génération qui n'a pas connu, si vous me permettez, ma génération n'a pas connu la guerre d'Algérie. Mais alors, je bénis les dieux quelque part de ne pas l'avoir connue. Ma génération a peut-être construit quelque chose qui est aussi important de ce que votre génération, vous n'y pouvez rien, par la guerre a perdu. Je pense que notre génération, ce que déteste, alors Zemmour arrive à détester ce mot, est en train d'inventer une France post-raciale. Là, vous allez détester, c'est pour vous ça. Et multiculturelle, quelque part. Oh, le monstre absolu. C'est peut-être notre guerre à nous. Et peut-être que justement, c'est pas le fait qu'on va estomper nos couleurs de peau. Mais laissez finir ma bataille, après Zemmour, vous aurez la vôtre. Vous avez raison, c'est votre guerre à vous, vous avez raison. Exactement, parce que ma génération, à la différence de la vôtre, on doit vivre avec ce qu'on a appelé les éclaboussures de l'Empire. Et nous, on vit en fait les conséquences de cette histoire impériale, du dernier empire dont parle Zemmour dans son livre. C'est nous, notre génération, qui les vivons. On les vit parce qu'au quotidien, on trouvait des solutions que vous n'avez pas su trouver, parce que vous y pouvez rien que vos dirigeants n'ont pas trouvé, en ayant monté un modèle colonial qui était la séparation. Ma génération vit ça, vous pouvez le dire comme vous voulez, Zemmour, je dois trouver la solution. C'est la même génération, hein, d'ailleurs. Oui, avec Zemmour, on n'est pas loin. 58-64, on se tient. On est juste avant et après la guerre d'Algérie. Il n'y a pas beaucoup de mots pour défendre la paix. Je pense que la paix est une grande valeur, une immense valeur. C'est pas la valeur absolue. Je crois que malgré tout, et malheureusement, il y a des guerres qu'il faut mener, et notamment, je pense qu'en 1940-44, 45, il fallait mener cette guerre. Mais en dehors des grandes causes et des moments indispensables, oui, la paix reste une grande valeur. Et pour la préserver... Pensez aux historiens, s'il n'y a pas de guerre, ils n'ont pas de préserver la paix, malheureusement, parfois, il y a des guerres nécessaires. Oui, Bernard, conclusion. Oui, non, simplement, c'est que, à défaut de guerre et de bain de sang, je sais que, évidemment, ça purifie un tas de choses, mais de boucherie, disons, il y a quand même quelque chose qui est en marche, qui est un peu la guerre économique. C'est-à-dire que les pays doivent pouvoir rebondir, s'adapter à la réalité, à la mondialisation, qui de toute façon est là. Bon, c'est peut-être aller trop loin, mais de toute façon, elle est là. Et il y a des pays, je constate que des pays qui sont généralement au nord de l'Europe s'adaptent beaucoup mieux au monde qui change. Et il y a des pays qui sont au sud, et la France est à la fois du sud et du nord. Mais pour les comptes publics, elle est plutôt vers le sud, sans aller jusqu'à la Grèce. Voilà. Mais je veux dire, elle est quand même dans un état, elle a une incapacité à s'adapter, je trouve, malgré ses grands ingénieurs et tout. Et c'est cette guerre-là qu'il faut peut-être mener. Voilà. Conclusion, Éric Zemmour. Moi, je pense qu'on a érigé la paix en valeur suprême depuis après la Première Guerre mondiale, parce que justement, on ne veut plus connaître une telle boucherie, qu'on n'a plus les moyens de la gagner, de toute façon. Et deuxièmement, je ne pense pas que, effectivement, monsieur a donné une très belle phrase. Notre guerre, effectivement,
mais la guerre dans tous les sens du terme. Je pense que tout ça est très dangereux, que notre génération a imposé un modèle qui est en train d'exploser et que ça retombera sur nos enfants, justement. Parce que... On va éviter. Comment? On va éviter. Dieu vous entend. Dunia. Juste une petite correction. Islam ne veut pas dire soumission à Dieu. Islam veut dire paix, justement. J'ai jamais entendu. J'ai toujours entendu soumets-toi. Eh ben non. Mais voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci tous les 6. Merci tous les 6 d'avoir participé à cette émission.